Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, merci de me donner la parole pour vous parler en quelques mots de l'histoire, je vais vous parler de l'histoire de la vaginoplastie essentiellement. Euh, Ces techniques de chirurgie génitale de réaffirmation de genre, ou d'affirmation de genre, puisque c'est comme ça qu'on doit employer maintenant, c'est le terme que l'on doit employer. Vous allez voir qu'elles sont aujourd'hui acceptées et reconnues par les sociétés savantes, notamment la Société française de chirurgie plastique et réparatrice. Il n'en est pas été tout le temps comme ça. Vous verrez qu'au tout début, c'était une chirurgie qui se faisait sous le manteau, hein, dans le secret, et les cas qui étaient publiés l'étaient rarement. Vous verrez aussi que ces techniques s'inspirent beaucoup des techniques de chirurgie reconstructive, des malformations notamment des agénésies vaginales et des états d'indifférenciation sexuelle. Donc, tout d'abord, une petite question de terminologie. Là, on parle couramment de vaginoplastie, c'est un terme impropre puisque vaginoplastie veut dire plastie vaginale. On peut confondre tout cela avec des techniques de rajeunissement du périnée. Le terme que l'on emploie aujourd'hui, que l'on doit employer aujourd'hui, c'est chirurgie d'affirmation de genre, notamment féminin dans le cas des vaginoplasties. Et le terme exact est aido-iopoièse, du grec aido, sexe féminin, poièse, faire, qui consiste donc, bien sûr, trois grandes phases. Retirer les testicules, le corps caverneux et la majorité du bulbe spongieux, créer une néocavité vaginale entre le rectum et la vessie, et créer l'ensemble de l'appareillage génital de la vulve avec les clitoris, les grandes et les petites lèvres. Tout commence à Berlin, en Allemagne, dans les années 30, avec la première intervention d'affirmation de genre féminin qui a été rapportée. Et il faut dire que ceci n'aurait pas été possible sans l'important travail de recherche en sexologie du centre berlinois dirigé par le docteur Hirschfeld. Vous voyez que ce centre a été créé en 1919. Il a disparu en 1933, brûlé par le mouvement nazi, et bien sûr, tout a brûlé, tous les documents, y compris la bibliothèque, donc plus de traces de cet institut, mais qui a été quand même au début, aux prémices de cette chirurgie, qui a réalisé donc le premier cas publié est en 1931, c'est celui de Dora Richter, un cas réalisé par le professeur Gorband, qui réalise la première vaginoplastie en utilisant, après création d'une néocavité vaginale, donc une greffe de peau qui est mise pour tapisser la néocavité et qui est fixée par un packing. En fait, il est même probable que le premier cas remonte un petit peu avant, et c'est le cas de Lily Elbe, qui a été opérée par le professeur Werner Kross, un cas qui n'a pas été publié, mais vous pouvez voir que la biographie de cette patiente, Lily Elbe, est rapportée dans le film de Danish Girl, et vous pouvez voir écrit en tout petit en blanc, Find the courage to be yourself. Cette patiente n'a pas survécu à ces interventions puisqu'elle aurait eu de manière contemporaine ou d'une manière très, très rapprochée une greffe d'utérus, alors que la transplantation d'organes était encore à ses balbutiements, il n'y avait pas de traitement anti-rejet et cette patiente serait décédée d'une infection. Donc, l'école berlinoise utilisait, comme je vous l'ai dit, une greffe de peau semi-épaisse qui était prélevée sur la cuisse et qui était mise donc qui était maintenue à l'aide d'un packing à l'intérieur de la néocavité vaginale. Et vous voyez que là aussi, cette technique a été initiée en 1898 par le chirurgien Robert Abbé, qui l'a employée dans les agénésies vaginales, et elle a été ensuite vulgarisée en 1938 par les docteurs Mackindo et Manister en Grande-Bretagne, qui en ont publié plusieurs cas. Donc, c'était une technique, c'était les balbutiements, hein, qui était efficace, mais qui avait beaucoup d'inconvénients, à savoir qu'en raison de la minceur de cette greffe de peau, il y avait beaucoup de rétraction. C'était une cavité fragile et qui était soumise également aux problèmes de dégénérescence carcinomateuse. Un peu plus tard, dans les années 50, c'est l'école danoise qui s'intéresse beaucoup sous l'égide du docteur Hamburger, un endocrinologue, pardon. Et en 1952, c'est Christine Jorgensen qui est opérée
d'une pénectomie vulvoplastie après orchidectomie. Alors, Christine Jorgensen, c'était une Danoise qui avait une double nationalité. Elle était américaine aussi. Et elle a immigré aux États-Unis. Et elle a largement médiatisé son acte d'affirmation de genre. Et elle est devenue, ça a fait la presse, la une de toute la presse mondiale. Et elle est devenue une star des médias à cette occasion, ce qui n'a pas du tout plu aux autorités danoises, ce qui a fait que les autorités danoises ont interdit la chirurgie d'affirmation de genre au Danemark pour les patients étrangers. Donc, c'était réservé aux Danois. Et c'est dans ce contexte que le docteur Anderson opère en 1956 une autre patiente qui, étrangère et voulant être opérée au Danemark, avait décidé de s'amputer toute seule des testicules. Le docteur Anderson donc, a pris cette patiente en charge, a complété l'orchidectomie et a réalisé une vaginoplastie par greffe de peau totale pénienne. Donc, une petite différence. Donc, c'était plus de la peau qui était prélevée sur la cuisse, mais là, c'était la peau du fourreau pénien qui avait été déshabité. Pardon. Et donc, c'est la technique de McIndoe-Mandister, les Anglais, qui a été modifiée en greffe de peau totale, qui avait donc les avantages de la peau totale, c'est-à-dire d'avoir moins de rétraction, mais qui nécessitait néanmoins des dilatations itératives de la néocavité. Un grand tournant dans la prise en charge de ces vaginoplasties en 1957, c'est la réalisation du premier lambeau de peau pénienne inversé. Donc, on n'est plus dans la greffe, on est dans le lambeau. C'est en 1951 où les docteurs Gillies et Millard en Grande-Bretagne opèrent dans le plus grand secret Roberta Cowell, qui était un pilote automobile et un pilote de la Royal Air Force. Et vous voyez qu'elle elle a été opérée en 1951 et la publication a été faite en 1957. Là aussi, cette technique du lambeau pénien inversé avait déjà été décrite en 1903 par le docteur Goffet pour chirurgie d'une hypoplasie vaginale. De manière contemporaine et sans relation avec nos chirurgiens anglais, le docteur Georges Burou, chirurgien français à Casablanca, réalise la même technique d'orchidectomie de néovagin avec un lambeau pénien et on en reparlera tout à l'heure. Vous verrez l'apport de Georges Burou dans ce type de chirurgie. Alors, le lambeau, il avait bien sûr beaucoup moins d'inconvénients que les greffes, c'est-à-dire que les greffes, il ne rétractait pas, mais les dilatations étaient nécessaires. En revanche, il y avait un défaut de profondeur en raison de la longueur du fourreau pénien qui nécessitait parfois d'ajouter des greffes de peau complémentaires en prenant cette peau au niveau du scrotum. En 1977, pour pallier à ce déficit de longueur de la néocavité, les chirurgiens, notamment les docteurs Kearns et De Villiers, ont utilisé des lambeaux de cuisse tubulisés à la face interne de la cuisse pour reconstruire ces néocavités. Mais là, l'inconvénient, c'était que c'était des lambeaux épais qui nécessitaient beaucoup de temps de dégraissage et la rançon cicatricielle n'était pas négligeable non plus. Le docteur Huang publiera 109 cas de vaginoplastie primaire avec ce type de lambeaux. Et ces types de lambeaux, en raison de leurs inconvénients, et sont encore utilisés quelquefois aujourd'hui pour des vaginoplasties secondaires, c'est-à-dire un rattrapage d'une vaginoplastie par lambeau pénien inversé. Un peu avant, en 1942, certains chirurgiens se sont essayés au transplant intestinal et vous voyez que là aussi, ces techniques étaient utilisées dans les cas d'agénésie vaginale. En 1892, création d'un néovagin par un lambeau pédiculé de rectum terminal. En 1904, lambeau pédiculé d'iléon. En 1911, lambeau pédiculé de recto sigmoïde. Mais c'est vraiment en 1942 que le docteur Wolf, en Suisse, opère Arlette Leber pour une affirmation de genre féminin par transplant intestinal. En 1978, Colin Markland aux USA publiera 9 vaginoplasties secondaires par transplant colique pour sténose de la néocavité vaginale. Ces transplants intestinaux, il y en a eu plusieurs variantes. Certains chirurgiens ont utilisé l'iléon, le côlon droit, le sigmoïde, et bientôt la célioscopie est venue en aide à ces chirurgiens. Et aux USA, entre 1878 et 2000, le docteur Loeb réalise 83 cas de transplant colique, essentiellement dans des vaginoplasties secondaires, après sténose du fourreau pénien et déficit de profondeur.
Une méta-analyse de 2014 sur 855 cas réalisés montrera que le meilleur choix pour ces techniques est le lambeau d'Iléon, mais bien sûr, le prélèvement intestinal est source de morbidité, d'hospitalisation prolongée, de prolapsus et aussi de mauvaises odeurs en raison des sécrétions, donc réservées pour des cas de vaginoplastie secondaire. L'avènement des techniques de robot-assistance a permis une approche intrapéritonéale dans ces chirurgies de vaginoplastie par mobilisation de deux lambeaux de péritoine, un antérieur au niveau de la vessie, un postérieur au niveau du rectum, ces deux lambeaux étant suturés en tube et exclus de la cavité. Et c'est comme ça que des publications ont rapporté 145 cas de vaginoplastie primaire par ces techniques de lambeaux de péritoine et aussi des vaginoplasties secondaires. Un tournant décisif aussi dans ce type de chirurgie en 1973, c'est l'apparition du lambeau clitoridien sous l'égide de l'école d'Amsterdam, des chirurgiens donc néerlandais. Et ce lambeau clitoridien était destiné à créer un élément nouveau qui était une sensibilité de l'organe reconstruit. Et Brown publie donc rapporte 65 cas de lambeaux neurovasculaires de gland. Il rapporte aussi dans sa série un tiers de nécrose, donc ça ne marchait pas très très bien. En 1994, une variante apparaît à type de greffon composite de gland, mais c'est vraiment en 1995 que Held modifie la technique de Brown en fiabilisant la technique, tout cela en conservant le fascia de Buck, qui est le fascia qui vient entourer les corps caverneux et qui augmente la fiabilité vasculo-nerveuse de ce lambeau neurovasculaire de gland et qui est devenu aujourd'hui la norme dans la reconstruction d'un vagin. Après avoir reconstruit le néovagin, après avoir reconstruit un clitoris sensible, des chirurgiens se sont bien sûr intéressés à l'esthétique de la vulve et des petites lèvres. Et là, c'est un chirurgien thaïlandais, le docteur Vatanyazukul, j'arrive jamais à le prononcer, qui a raffiné la technique en lui reconstruisant les petites lèvres, en réalisant des techniques avec la pose prostatale de capuchon clitoridien, beaucoup de raffinements techniques comme l'excision totale des corps caverneux, puisque le résidu des corps caverneux pouvait entraîner lors des excitations, lors des rapports intimes, une turgescence qui gênait le rapport, justement, des plasties d'urètre, des plasties en spatule qui ont permis d'éviter les sténoses urétrales et aussi de permettre à la miction en position assise et les chirurgies de reconstruction des petites lèvres. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas parler de vaginoplastie sans parler de Georges Buroux. Georges Buroux était un chirurgien français né à Tarbes qui a vécu à Alger. Ses parents étaient instituteurs. Il est devenu gynécologue et il s'est énormément intéressé à l'anatomie du petit bassin. Puis après, il a émigré à Casablanca. Il a construit une clinique de 5 étages et un étage entier était euh, destiné à la chirurgie. Et il a réalisé de son propre chef, dans le secret, de façon un peu inconnue, sa technique d'inversion pénienne, comme on a vu tout à l'heure, et est passé progressivement avec sa pratique d'une durée opératoire de 3 heures à 1 heure d'intervention, en réalisant 2 interventions par semaine. Et il a réalisé ainsi plus de 800 vaginoplasties avec d'excellents résultats. Donc, sa technique, les points clés de sa technique, c'était donc le lambeau pénien inversé, comme je vous l'ai dit, et surtout une mise à nu de la face postérieure de la prostate lors de la création de la néocavité vaginale pour permettre un orgasme lors des rapports. Une inspection répétée du rectum pour éviter les lésions rectales et sources de fistules. Et sa peau pénienne était tubulisée sur un conformateur qu'il avait mis au point lui-même. C'était fait avec du fil de pêche, hein, un conformateur que la patiente gardait 8 jours. Et comme ça, il a opéré beaucoup de patientes dans le secret. Et puis, il a petit à petit fait sa réputation à tel point qu'il a été invité par le professeur Staub à Stanford au symposium international sur la dysphorie de genre. Et c'est là que la gloire est venue. Sa renommée est devenue internationale, est devenu un correspondant privilégié du docteur Harry Benjamin, sexologue. Et sa technique novatrice et ses excellents résultats ont ouvert la voie de nombreuses avancées dans la chirurgie d'affirmation de genre. Et vous voyez une de ses patientes connues, Coccinelle, opérée en 1956. Voici ce qu'il disait, Georges Bureau.
C'est un témoignage dans Paris Match, je vous le lis. J'ai débuté cette spécialité presque par accident, parce qu'une jolie femme était venue me voir. En réalité, c'était un homme. Je ne l'ai su qu'après, un ingénieur du son à Casablanca, âgé de 23 ans, vêtu en femme. Il m'a parlé de ses problèmes, ayant la conviction profonde que son corps de garçon était un tragique accident de la nature. Devant ce problème nouveau pour moi, j'ai étudié pendant plusieurs mois le bassin masculin et le bassin féminin et je l'ai fait hospitaliser dans ma clinique. L'opération a duré 3 heures. La malade est restée un mois en convalescence, elle était satisfaite. J'en avais fait une vraie femme. Comme vous l'a dit le professeur Dutheil, c'est aujourd'hui une prise en charge et des techniques une prise en charge qui est d'actualité. La demande augmente. Jusqu'où va-t-on aller? Aujourd'hui, je crois savoir que certains pédiatres euh, démarrent des hormonothérapies bloquantes de la puberté dans l'enfance, puisque donc la transition, on sait que la transition de genre est d'autant plus efficace qu'elle est démarrée tôt. Euh, je crois que c'est un débat sociétal, un débat éthique et philosophique qu'il faut avoir là-dessus. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, tout le monde peut vivre son genre un peu comme il veut, simplement comme étant membre de notre sexe, en s'habillant différemment. On peut aussi avoir recours à une transition partielle avec une hormonothérapie de changement de sexe et de changement physique mineur, ou alors aller vers une transition complexe avec les techniques de chirurgie d'affirmation de genre. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce bel historique.